Elle est à Monsieur Éric Kerrouche pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 9 minutes, chers collègues. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues. En 1959, le juriste Georges Burdeau se demandait où était incarné le pouvoir dans la Constitution de la Ve République. Et il concluait tout simplement que ce pouvoir d'État était incarné dans le président de la République au titre de l'article 5 de notre Constitution qui lui donne la capacité d'arbitrage au sein des institutions. Et ça veut dire tout simplement que l'élection de 1962 n'a pas été un changement de nature, mais un changement de degré par rapport au pouvoir donné au président de la République, un virage institutionnel. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons là aujourd'hui, tout simplement parce que l'élection du président de la République ne figure pas dans le code électoral, d'où cet exercice ritualisé que nous avons tous les 5 ans. La vraie question, c'est faut-il continuer à procéder à ce rituel à un moment où nous sommes dans des circonstances exceptionnelles? C'est ce que propose la majorité sénatoriale, c'est ce que proposait l'exécutif avant son happening de mardi dernier. En réalité, même un texte technique reste un texte politique. Et persister à le traiter comme un texte technique, c'est simplement procéder d'une révérence trop forte vis-à-vis de l'élection du président au suffrage universel. Cela voudrait dire aussi que tous les autres scrutins ne seraient pas importants, sauf celui-là. Cela voudrait dire aussi que la sacralisation de l'élection présidentielle ne nous permet pas de procéder à une modernisation de celle-ci. Or, je pense qu'il faut se garder des idoles, parce que, justement, en adoptant cette attitude, on en vient à intérioriser l'importance définitive de cette élection. Alors, le texte qui nous a été proposé initialement, c'est un texte de réglage, sans ambition majeure, une actualisation nécessaire avant chaque scrutin, parce qu'il faut faire un renvoi au code électoral, parce qu'il faut reprendre en compte les observations du Conseil constitutionnel. Le texte nous amène quelques modifications, je ne vais pas les reprendre, elles ont largement été évoquées. Il y a aussi quelques ajouts de la commission des lois, la convocation des électeurs par décret simple, l'actualisation de la liste des parrains, le caractère expérimental de la dématérialisation des comptes de campagne et des reçus-dons, l'obligation de publication des marges d'erreur par les instituts de sondage sur un amendement de Jean-Pierre Sueur et le démarrage de la période de financement de l'élection présidentielle au 1er juillet qui rétablit une disposition contestée par le Conseil d'État et nous avons donc fait un amendement de suppression. Nous avons également fait quelques propositions sur le parrainage en actualisant celui-ci et en donnant une nouvelle place aux citoyens dans cette modalité de sélection des candidats. En voulant publier la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, en voulant faire en sorte que les campagnes soient plus transparentes dans leur financement. Viennent enfin les modalités de vote. Alors, je ne vais pas trop les détailler parce que ça fait plusieurs mois que je m'attache à le faire, mais pour le faire simplement, on va dire que nous avons tout essayé. Le vote par correspondance en 2022, le vote par correspondance par expérimentation, le vote par correspondance en 2027. Nous avons aussi tenté de mettre en place un vote par anticipation, non pas au sens où l'entend le gouvernement, mais en étendant la période de vote au vendredi, samedi, dimanche. Je regrette que la majorité sénatoriale n'ait pas jugé utile de retenir ces suggestions ou au moins de montrer qu'elle avait une quelconque volonté en la matière en les sous-amendant, parce que dans ces cas-là, il ne faut pas s'étonner au final des initiatives qui sont prises par les autres quand on a refusé d'en prendre soi-même. Je précise, pour finir, au gouvernement qui semble découvrir en se parant des habits de la modernité par une suggestion qu'il est précurseur en la matière, que cela fait des mois, 9 exactement, que nous ne comptons plus le nombre d'amendements pour moderniser notre droit électoral. Et arrive
l'amendement du gouvernement qui a un avantage, c'est de faire l'unanimité contre lui. Comment tuer une bonne idée potentielle? Eh bien, je vais vous donner une réponse comme ça. Sur la méthode, cet amendement est tellement bon qu'il n'a ni besoin d'études d'impact, ni besoin d'un avis du Conseil d'État, ni de concertation. Pour le coup, le gouvernement a été vraiment en marche contre sa majorité à l'Assemblée nationale. Les délais ne laissent aucune place à la réflexion, pas d'analyse, pas d'expertise. Il est vrai que la force immanente de ce gouvernement est tellement forte qu'il n'en a pas besoin, bien entendu. L'amendement tombe du ciel dans toute sa verticalité jupitérienne, en catimini, à l'issue de la navette parlementaire. Bref, c'est parfait. Sur le fond, nous avons le sentiment d'une improvisation, d'un grand flou, et quand c'est flou, vous connaissez la suite. L'amendement est structurellement défectueux. Il modifie la question de l'anticipation, la question de la territorialisation et l'extension du recours aux machines à voter. Sur l'anticipation du vote, la date est arrêtée par décret, on est tranquille, excite à nouveau les parlementaires. Sur la déterritorialisation, ça a déjà été dit. Quelles sont les modalités de mise à jour des listes d'émargement en ce qui concerne le double vote? Est-ce qu'il faudrait en fait aider un électorat mobile, bien intégré socialement? Suivez mon regard. Sur l'extension du recours aux machines à voter, ça a déjà été dit. Le moratoire serait levé. Nous ne sommes pas au courant. Sur quelle base? Le rapport que le gouvernement devait avoir dans le précédent texte sur les départementales et les régionales 2 jours plus tard n'a plus d'intérêt, bien entendu. Quel maillage territorial? Quelle est la capacité d'approvisionnement? Qui paye les machines? Est-ce que le maire est seul responsable? Bref, c'est vraiment parfait. Sur la technique des machines à voter en tant que telle, il y a eu de multiples travaux en la matière. Et il y a une certitude. Il y a un rapport du Hacking Village de 2019 qui met l'accent sur le fait qu'aucune machine à voter n'est sûre qu'elle soit en réseau ou pas. Dès que l'on peut avoir accès à cette machine, il y a un doute. Et l'ensemble des observateurs en la matière, même les spécialistes, nous disent que, s'agissant du vote, il faut être, pardonnez-moi l'expression en bon français, low-tech, c'est-à-dire une enveloppe et un bulletin. Alors, quelles sont les intentions réelles du gouvernement? Pourquoi ce changement de pied? J'ai eu des indices en lisant la presse comme vous. Le porte-parole du gouvernement nous a expliqué qu'Emmanuel Macron, candidat, avait pris l'engagement de donner plus de possibilités aux Français de participer. Tout le monde a bien compris que quand on parlait de ça, on parlait bien entendu du vote par anticipation, par machine à voter. C'était évident, il n'y avait pas besoin de sous-titres. C'est en tout cas la traduction que Gérald Darmanin a fait au rapporteur, le même Gérald Darmanin qui nous jurait la main sur le cœur qu'en dehors du vote à l'urne, il n'y avait pas de salut. Si cet engagement était aussi important, pourquoi avoir balayé l'ensemble des propositions d'un revers de la main? En fait, on aurait droit là à une volonté de moderniser le droit électoral et d'anticiper. Stéphane Séjourné, qui a la particularité d'être conseiller spécial du président et eurodéputé LRM, nous explique doctement que le sujet, c'est la modernisation de notre démocratie. Christophe Castaner, le responsable de la majorité écrasée dont je parlais tout à l'heure, nous explique que la proposition, au sens où on l'entend, serait effectivement une réponse au contexte sanitaire. Le gouvernement est en train de se rendre compte, après 1 an, qu'il faut adapter le droit électoral. C'est parfait. L'intention, mes chers collègues, c'est un piège grotesque, c'est vrai, mais grossier aussi, pour le Sénat. Le même Christophe Castaner nous déclare qu'on peut rester nostalgique, surtout ne change rien, le Sénat nous a habitués régulièrement à cela. Soit, mais une observation, les propositions, elles viennent de cet hémicycle depuis 9 mois, et non pas entre 2 lectures et en catimini. En définitive, et on le sait bien, cet amendement n'a pas vocation à aboutir. La vraie difficulté, c'est que les Français retiendront de cette séquence inopportune le sentiment d'un tripatouillage politique, même si ce n'était pas vraiment l'intention. Je regrette l'apathie du groupe LR qui n'a pas pu porter des évolutions du droit électoral, et je dis juste qu'en l'espèce, au vu de ce texte, nous nous contenterons de nous abstenir sur celui-ci et sur cette mauvaise initiative du gouvernement. Je vous remercie. Merci.